Merci Olga. Merci à Aurélia et à sa collègue qui sont en train de distribuer 2 photocopies qui vous seront nécessaires pour suivre mon exposé. Travaillant sur une langue rustique, j'emploie des moyens encore rudimentaires. Donc si tout le monde les a, c'est bon. Alors on peut y aller. Donc la question de la traduction s'est posée à tous les écrivains en langue moins répandue, et de façon particulièrement aiguë pour ce qui est des langues dites régionales. Ces dernières sont en effet dans un rapport de domination qui les inscrit et inscrit leur écriture dans une situation de coexistence inégale qu'on a qualifiée de diglossie. Et traduire en langue dominante, c'est d'une certaine manière confirmer, sinon aggraver la diglossie. Le problème se complique du fait que le traducteur tout désigné pour cette traduction trahison de la cause, c'est l'auteur lui-même. Comme l'a montré Jean-Claude Fauré dans son étude, son importante synthèse sur le cas occitan, l'auteur occitan et son double dans la revue Glottopole, diverses attitudes sont possibles, selon que sont mises en avant la volonté de constituer un champ littéraire autonome, qui exclut donc la traduction, ou celle d'entrer dans un champ littéraire dominant, essentiellement celui du français, c'est-à-dire de la langue dominante. S'affrontent ainsi dans le même sujet désir de reconnaissance individuelle et fidélité à l'engagement collectif, et se déclinent diverses stratégies. Refus catégorique de la traduction, acceptation de la traduction pour un genre mais pas pour les autres, refus de l'autotraduction catégorique ou accepté seulement pour un genre, etc. Nous nous proposons d'illustrer cette situation par l'examen sommaire sur quelques pages de poésie d'un cas concret, celui de Bernard Manciette, dont l'autotraduction de son œuvre majeure, L'enterrement à sabre, a suscité de vives réactions. Cela nous amènera au passage à revenir sur la pratique de la traduction et de l'autotraduction dans le mouvement littéraire occitan dans lequel il s'inscrit. Bernard Manciette est né en 1923, donc au cœur de la forêt landaise, dans un environnement où se côtoient journellement 2 langues, le français et l'occitan gascon local, dit gascon noir, pour cause de fermeture des voyelles. Si la femme, la hemne devient le humne. Ce contexte, on peut d'un point de vue sociologique évidemment le qualifier de diglossique. Il y a bien une répartition des emplois entre les 2 langues, que Manciette décrit d'ailleurs à sa manière. Je cite, « Vous allez à la poste, vous parlez français, mais le facteur arrive chez vous, vous lui parlez en gascon. » Mais c'est pour inverser aussitôt la hiérarchie attendue. Le français, c'était pour le quotidien, pour les courses, pour les petites péripéties de l'existence. Les choses sérieuses et graves exigeaient le gascon. La langue noble, je dis bien la langue noble, c'était le gascon. Dès l'adolescence, il rime en gascon. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait ce choix, il répond invariablement « Je n'ai pas décidé d'écrire en Languedoc, on ne choisit pas sa mère ». Ce choix serait donc un non-choix, une fatalité, une vocation, un destin. À la fin de la guerre, il envoie quelques textes à la revue philippréenne régionale, le Réclame de Biarn et Gascogne, mais la rupture est assez rapide pour cause de divergences esthétiques. Il essaie de leur faire comprendre que la terre est bleue comme une orange, mais ça ne marche pas. Entre-temps, il est monté à Paris pour préparer une licence de lettres classiques à la Sorbonne. Là, aux Amis de la Languedoc, une association, il rencontre de jeunes poètes férus comme lui d'avant-garde, comme Henri Espiau ou Bernard Lesfargue. En 1946, le même Lesfargue et le Nîmois Robert Laffont, que vous connaissez peut-être, publient, non sans audace, une anthologie de la jeune poésie occitane, où ils publient leurs propres textes avec quelques amis de leur âge et de rares aînés, dont Max Rouquette. Enchaînant avec un diplôme de sciences politiques obtenu en 1947, Bernard Manciette part pour une dizaine d'années dans l'administration française d'occupation, en Rhénanie-Palatinat, puisque la France a occupé l'Allemagne, principalement à Ludwigshafen, chez Bayer, où il fréquente artistes et philosophes de l'université voisine de Heidelberg. Il publie là une série de plaquettes destinées à des happy few et comportant vraiment tous les signes de distinction. Tirage très limité, une 40aine d'exemplaires sur grand papier, accompagnés de bois gravés du graveur Rudolf Scharp, qui les imprime lui-même sur sa presse à bras, et évidemment le choix d'une langue poétique rare et dépourvue de traduction.
Se succèdent ainsi de larges poèmes, des odes. Le premier à Luis Miguel Dominguín, le second à Notre-Dame de l'Opou, Notre-Dame de la Peur, puis à la Sainte-Car, à la Sainte-Face, à Saint-Michel de Cornalis, Saint-Michel de Cornalis. Cornalis est un lieu-dit très isolé dans la Grande Lande. Lorsqu'il rejoint le mouvement occitaniste et qu'il adhère à l'Institut d'études occitanes et qu'il collabore à la revue Hoc, il publie sa première œuvre d'envergure qui s'appelle Accidens, Accident. Comme son nom, comme le titre, l'ouvrage est bilingue, comme le sont les autres volumes de la collection Messages de l'IEO, dans laquelle il prend place, ce qui ne laisse pas de surprendre. Que l'anthologie des jeunes dont j'ai parlé ait été bilingue, cela allait de soi, puisqu'elle s'adressait de Paris aux lecteurs de poésie, comme les critiques l'avaient noté. Or, si la revue Hoc pratique beaucoup la traduction-assimilation des grands classiques, des grandes œuvres étrangères, il n'est jamais question de traduction-consécration. Un autre écrivain, René Nelly, à l'hiver 1942, puisque la revue a été créée à ce moment-là, il fait pourtant allusion dans son compte rendu du premier volume de la collection, Les poésies catalanes de Jean-Sébastien Pons. La collection Messages, qui en est à son troisième, je traduis, qui en est à son troisième cahier poétique, représente, c'est sûr, l'effort le plus efficace qui ait été tenté pour faire connaître à notre public, et surtout aux lecteurs français, la jeune poésie occitane. Au printemps 1943, dans son compte rendu du troisième volume, là, qui sont les Sonni de la Nioche de Max Rouquette, il note avec plaisir que le recueil semble avoir trouvé des ressources sympathiques dans la critique française, qu'il semble avoir trouvé des échos sympathiques dans la critique française. C'est donc que la traduction a produit son effet. Un dépouillement de la revue Hoc des années 1942 à 1956 ne m'a révélé, à ma grande déception, pourtant aucune trace d'un débat interne concernant les modalités de publication de la collection Messages. Chaque volume présente le texte occitan à droite, la belle page, et en vis-à-vis la traduction française, mais sans mention du traducteur, ni même d'ailleurs qu'il y a une traduction. Et comme le seul nom que porte la page de titre est celui de l'auteur, on peut en déduire qu'on a affaire ici à, je dirais, des autotraductions furtives. En janvier 1951, Henri Espieux publie un article abondant tour à tour la nature de la poésie de Messages, son rôle, ses sources d'inspiration, mais pas un mot sur la traduction. Et même il précise un peu plus tard, Messages Vie, qui réunit les poètes à son entour et qui répand leurs œuvres sur le terraire occitan, sur le domaine occitan. Donc le public visé se réduirait donc au public occitan. La volonté de constituer une collection de prestige destinée à redonner une dignité à une langue minorisée par des œuvres de haute tenue littéraire et d'inspiration moderniste cadrerait mal avec le souci de quémander la reconnaissance du public français. Bref, de reprendre 100 ans plus tard la tactique choisie par Frédéric Mistral et ses amis faits libres, et cette mauvaise conscience expliquerait le déni de l'autotraduction, à moins d'évoquer une raison moins avouable, le besoin pour le petit lectorat occitan, essentiellement militant, de s'appuyer sur le français pour déchiffrer des œuvres souvent ambitieuses, donc difficiles, écrites dans des dialectes qui ne sont pas le sien. Cette pratique dure jusqu'aux années 60, où une nouvelle génération réclame, en particulier après 68, au nom de l'autonomie et de l'insoumission linguistique, à publier des recueils monolingues. Mais pourtant, après 68, l'édition française s'intéresse, passagèrement, à la littérature d'Hoc. Il semble que la mention « traduction de l'occitan par l'auteur » apparaisse avec la collection « Poésie d'Hoc » de Pierre-Jean Oswald, qui met littéralement en scène le caractère bilingue de ses ouvrages par la présence de 2 couvertures identiques, placées tête bêche, avec sur chacune une même disposition du nom de l'auteur, Robert Laffont, et du titre, Air libre, Aire liure, choix de poèmes, Tria des poèmes, et donc édition bilingue. C'est-à-dire que le terme édition bilingue est répété 4 fois, au cas où on n'aurait pas compris.
paraissent sous cette forme des œuvres des écrivains, jusque-là les plus opposés à la dite édition bilingue. La page de titre précise, traduction de l'occitan par l'auteur pour Robert Laffont. Mais par exemple, pour Yves Rouquette, c'est traduction de l'occitan par Marie Rouanet. Marie Rouanet, c'est sa compagne, hein, chacun le sait. Et pour son frère Jean Rouquette, dit Jean Larzac, traduction de l'occitan par Yves Rouquette, donc par son frère. C'est une manière un peu lourdaude de contourner le tabou de l'autotraduction. Cet exercice d'autotraduction, Bernard Manciette, de son côté, s'y livre sans difficulté, dans un français qu'il maîtrise d'autant mieux, qu'il écrit aussi dans cette langue, et que, depuis ses premières publications en Allemagne, où aux odes gasconnes se mêlaient une ode à tes larmes et une ode au mois d'août. Il rédige aussi là-bas des textes romanesques qui, eux, resteront inédits. Mais lorsqu'on lui pose la question de la traduction, il répond, avec sa désinvolture habituelle, « Je n'ai jamais désiré ni refusé d'être traduit. Que l'on me traduise donc, si on en éprouve l'envie. Il n'y a aucun déshonneur à cela. L'on a bien traduit Shakespeare. » La seule fois, à notre connaissance, qu'il aborde le sujet, c'est un texte souvent cité, en 1959, c'est pour opposer classiquement les qualités respectives des deux langues, enfin, en tout cas dans l'usage qu'il en fait. Je me suis aperçu en me traduisant en français qu'à l'un, c'est-à-dire au gascon, manque ce qu'à l'autre, le français. Le français, comme bouillerie élégante, je me le voudrais élégant, perfide, un peu de style directoire. Vous voyez, néoclassique. Au gascon, cela ne convient pas du tout. Le gascon rugueux, alors je vous lis dans le texte original, parce que c'est mieux. Le gascon ruché, esmérite, escarnius, hignien, escrépite, irrégius, hayan, hardit, bataillère et bataillé. En français, le gascon rugueux, dégourdi, moqueur, finaud, méchant, coléreux, ardent, hardi, batailleur et querelleur. Mais il complète aussitôt cette opposition classique, hein, le sauvage contre le raffiné, par une précision très importante. Derrière le caractère brut du gascon, il y a un second ton, dit-il, et un ton ironique, celui-là, jusque dans l'éloquence, jusque dans le tragique. C'est donc bien une autotraduction que propose, face à l'original gascon, le recueil Accidents, qui fait date, et un peu scandale dans l'édition occitane, par son évocation en vers et en prose mêlée d'une course folle à moto, c'est le narrateur s'adresse au conducteur, à travers les ruines allemandes. Comme on peut le voir dès la première page, la traduction est sage, aussi littérale que possible, donc vous avez la première page sous les yeux. On y relève néanmoins une vingtaine de petites différences qu'on peut sommairement classer ainsi. L'atténuation, sinon l'effacement de marques d'oralité, enfin, dans un registre plus élevé. Kreis que t'aurais besoin, hein, tu crois que j'aurais besoin de toi, et traduit évidemment par aurais-je besoin de toi. Ou bien par asperamu, oh là là, non par affection, oh l'affection. Vous voyez un petit peu la différence. Le remplacement, autre chose, le remplacement de verbes conjugués par des substantifs, qui produit une espèce d'effet d'abstraction, de désincarnation. Penses pas ni qu'as ham, ni que t'adroms, ni qu'es déchidat, ni que souyassi. Ne pense ni, non pas que tu as faim, que tu t'endors, que tu es réveillé, que je suis là. Non, ne pense ni à la faim, ni au sommeil. Alors, c'est difficile de traduire déchidat par réveil, donc ni à savoir que tu es éveillé, ni à ma présence. Du même ordre est le remplacement du verbe conjugué par l'infinitif. Perque mens, pourquoi mens-tu, est traduit par pourquoi mentir, hein, sur un plan plus général. Ou bien celui de le remplacement de la deuxième personne par la troisième, c'est-à-dire ici du sujet humain, par une entité légèrement métaphorique et abstraite. Matenes d'intumbente, tu m'attendais dans ton ventre, traduit par ton cœur m'attendait. Et on constate dans ce dernier cas une atténuation également du sens, hein, que l'on retrouve ailleurs. Es pas bienu tentamaima, tu n'es pas venu pour m'aimer, et traduit par tu n'es pas venu avec moi par affection. Hein. Vous avez compris qu'il y a de la saison en enfer dans ces accidents. Après Accidents, Bernard Manciette continue d'accompagner d'une traduction de son cru tous ses recueils poétiques, hein, comme le font d'ailleurs à côté Robert Laffont, ou à l'autre extrémité du domaine d'Oc, le provençal Max-Philippe de Lavouette.
Si l'on en croit une lettre d'Henri Espieux, Manciette envisage au début des années 60 d'abandonner l'écriture en occitan pour cause de conflits à l'intérieur de l'IEO. Et à cette époque, il compose en français une épopée échevelée, en français, mais aussi en gascon, en allemand, en onomatopée, en signes diacritiques. J'en ai fait la saisie, c'est quelque chose. Mais il l'abandonne pour se consacrer à une autre œuvre monumentale, un requiem en 16 chants, l'enterrement à sabre. Publié partiellement par extrait entre 1969 et 1987 dans les revues Hoc puis La Barbacane, elle ne sera réunie en volume qu'en 1989. Et là, nouveau scandale, mais cette fois à cause de la traduction, ce qui se reproduit en 2010 lorsque l'enterrement à sabre est repris dans la collection française Poésie Gallimard, où il est le premier texte en langue régionale à entrer, enfin le second plutôt, puisqu'il y a déjà un Pasolini en frioulant. Dans une préface par ailleurs laudative et même enthousiaste, le poète Jacques Roubaud, lorsqu'il aborde cette étrange traduction, laisse éclater sa déception. Manciette a fait lui-même la traduction. Il faut bien dire que c'est une traduction qui apparaît d'abord comme tout simplement bâclée. Il traduit dans une petite langue sans grand soin, négligemment d'une part, d'autre part en introduisant fréquemment des constructions poétiques que le texte original ne connaît pas et qui appartiennent à un type de lyrisme que l'original refuse absolument. Le texte premier est certes orné, mais en même temps il est sobre. Il fuit comme la peste ces inversions stylistiques dans les assemblages du substantif et de l'adjectif. Les traits de cette intervention appauvrissante du traducteur sont nombreux et je ne les énumérerai pas. Ajout d'adjectifs inutiles, suppression injustifiée d'enjambement, de vers à vers. Dans le magazine littéraire, Jean-Yves Masson enfonce le clou. Je cite, « Au lieu de traduire son texte, il l'a réécrit et assez mal. » Et il ajoute, assez curieusement, « Il faudra céder du texte français pour suivre l'original accessible avec un peu d'effort. On découvrira ainsi l'ampleur des dégâts infligés par l'auteur en plus d'un endroit à son œuvre, comme si le français se vengeait. » Alors, comme nous l'avons fait pour accident, examinons de manière toujours aussi sommaire et en peu de temps la première laisse, si vous voulez, de l'enterrement, la liba de Doucos, la levée du corps. Le fait est que cette première page peut déconcerter le lecteur, sinon la lui faire juger comme une provocation, y compris sur le plan linguistique, par la présence en deuxième mot du pronom relatif dun, qui est le pronom relatif à tout faire dans le gascon de la Grande Lande, hein, l'um duneibist, l'homme que j'ai vu, l'homme dunes bienut, l'homme qui est venu. Hein. Voilà. La première différence entre les deux textes est si énorme qu'on ne la voit pas immédiatement. Alors que le texte original est en vers libre très varié, le texte français, vérifiez-le, 35 vers sur 37, est en alexandrin. À croire que l'on est dans la paraphrase au sens classique du terme, d'imitation en vers d'un passage de l'Écriture sainte. Dès le premier vers, l'effet d'hésitation quasi imitative, se perd par la répétition, se perd dans le déroulement solennel de l'alexandrin, celle qui n'a avancé que derrière ses pas, et non pas derrière ses pieds. Hein. Comme dans Accident, on perçoit d'abord ce souci d'atténuer, sinon d'effacer le caractère oral du discours, un discours qui est porté par un nous, qui est le porte-voix des gens de sabre. Alors, soit par expansion, soit par réduction, là je reprends les termes de Pignol et Kerr dans leur article sur Verdaguer, qui aime, hein, nous y sommes, est traduit par l'affaire est bien conclue, ou bien qui met tout plus pause, elle a mis assez de temps, par enfin. Sont ainsi remplacés les termes d'origine onomatopéique, digadangad, S, elle caote, tricotrucade, S, elle tang. Et plus loin dans le poème, les augmentatifs péjoratifs, vieillas est traduit par ô très vieille, les termes collectifs péjoratifs, vermiaille, traduit par les vers, dans un autre texte sur Roncevaux, une pastorale sur Roncevaux, où il était beaucoup question de la bascouraille et la gascounaраille, il traduit par tout un tas de périphrases, les basques avec la race gasconne, l'engeance de gascon et de basque, etc. Les interjections, lupin grand, lupin ardung et haut, le pain grand, le pain rond et haut, c'est l'hostie, est traduit par élevé soit le grand pain rond. Hein.
Ou bien il enlève les termes trop crus ou trop brutaux. Oh mon peuple, astiao. Astiao, ça veut dire répugnant. Il traduit mon peuple intolérable. On en a faim avec nos testicules. Nous en avons faim avec nos génitoires. Des changements de registre s'effectuent aussi du familier à l'élevé. Bit untelas à la tu victori, traduit par vie, où est donc ta victoire, alors que c'est vie, où te l'as-tu, hein, ta victoire. Des termes concrets sont traduits par un terme abstrait. Et las bundes, las dugs, à propos de procès, est traduit par et procès, c'est-à-dire et les bornes et les fossés, est traduit par et procès de mitoyenneté. Très fréquemment, enfin, des noms communs sont substitués aux noms propres qui émaillent le texte. L'umonude, l'uquacot est traduit par menuisier, l'oulari ou bac, maquignon, qui était un peu dans le nom gascon. La Maria d'Upenaï, c'est la sonneuse, l'Antonio, l'écarteur, l'Uchiroc, le ramoneur. En fait, il s'agit de noms de métier. Le référent est le même, mais non le signifiant, ni le signifié. D'un côté, une personne singulière, appelée par son nom ou son surnom, de l'autre, une catégorie, un statut social. Par exception, la substitution peut se faire à l'envers, une fois. La Bézie, la voisine, est traduite par Marcine. Et un cas particulier plus complexe fait d'un nom propre un nom commun, sur votre page, Luzarats Maculoc, mot à mot, les rats Maculoc. Maculoc est une marque de tronçonneuse, hein, donc il s'agit des tops, hein, Luzarats Boung, qui est traduit de manière très lointaine par les forces qui toussent. D'autres cas de substitution du général au particulier, oui, Sud-Ouest est traduit par papier journal, ou Quetzdown Alluminade comme la Dame de France, vous êtes donne illuminé comme un grand magasin. Et Meidemund que per Saint-Michel est traduit, plus de monde que pour Saint-Michel, est traduit par foule plus qu'aux foires. Alors, le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, est un moment très important de l'année rurale, c'est celui de la foire aux domestiques où les propriétaires recrutent leur main-d'œuvre. On entre là dans des éléments d'ordre ethnologique concernant les rituels mortuaires qui nécessitent une explication. Ainsi, le laconique la morte, qu'est-ce la morte, est explicité par car il faut honorer les morts. Ou bien l'insou plegat, linceul plié, est traduit par il suffit de plier vivement le linceul. Ou bien l'aspader sonore senan in lentemen, les poils sonores, que les poils sonores s'en aillent lentement devient et les hauts vaisseliers s'en allèrent sonores. La coutume est en effet de monter le vaisselier du mort au grenier comme de voiler ses miroirs. Or, vous avez vu que dans cet exemple, les modes verbaux diffèrent. Si le français est au passé simple de l'indicatif, le mode du constat, le gascon est au subjonctif présent et qui exprime une consigne, un précepte coutumier, hein, que les poils s'en aillent. Cela signifie clairement qu'on ne s'adresse pas au même lecteur. D'un côté, le lecteur gascon, supposé familier de l'univers landais, de l'autre, le lecteur landais, le lecteur français, à qui il faut tout expliquer, mais sur un plan très général, sans entrer dans le détail concret et sans tout lui dire. Par exemple, le mot lahouch, le convoi funèbre. Le premier titre envisagé par Manciette pour son œuvre était Lahouch Gran à sabre. Il lui restera obscur parce qu'il n'est pas traduit, ou bien d'autres phrases ne sont pas traduites. Demeure néanmoins ce vis-à-vis irritant pour ce lecteur exclu du texte original, mais dont l'œil s'accroche à ces détails. Par exemple, ces noms propres dont Jacques Roubaud dit à juste titre qu'ils sont essentiellement non partageables. Ce dernier en arrive d'ailleurs à la conclusion suivante. La manière dont Manciette traduit son poème est délibérée. Il veut tenir la langue française à l'écart. Elle ne mérite pas une grande traduction. Et donc, Manciette ne procéderait pas ici autrement que par Mistral, comme on l'a souvent constaté. Oui, je vais finir. Ceci dit, les reproches qu'on peut faire à Mistral et les lourdeurs volontaires de sa traduction, ce n'est pas exactement ce qu'on peut reprocher à Manciette, en fait, qui met en face un monde concret et mythique où se mêlent les petites gens de sabre et des personnages bibliques dans le même tourbillon de langue et de voix, et un miroir qui en donne une image plus lisse dans une langue à la syntaxe plus ordonnée, où la parataxe le cède le plus souvent à la subordination, et dans le lexique, le concret à l'abstrait.
Peut-on encore parler ici de paraphrase dans la mesure où l'opération de reformulation n'aboutit pas à un énoncé contenant le même signifié? On a vu au contraire que les deux textes se complètent, l'un apportant à l'autre son lot d'informations. Ne faut-il pas plutôt considérer comme Giovanni Agresti que le lecteur doit passer à travers l'enterrement, je traduis, par 3 textes différents, 3 poèmes, l'original gascon, la traduction française et enfin la résultante de la superposition des 2 textes, une démarche neuve et la proposition pour les œuvres en langue minoritaire d'un protocole de lecture totalement renouvelé. Je saute une petite page. Cette traduction a même eu l'effet de mettre en cause le principe même de l'auto-traduction. Je pense que ce n'est pas un hasard si, quelques mois à peine après la traduction de l'enterrement, Robert Laffont communique au colloque Flots Inverse sur l'auto-traduction, à laquelle il fait subir une exécution en règle. Christian Lagarde vous en parlera mieux que moi. Et qu'il accuse d'une impossibilité fondamentale. Et l'exemple, la preuve absolue qu'il en trouve, c'est l'enterrement à Sabre. Voilà. Je cite Laffont, « Une mise en parallèle des 2 chemins que la poésie parcourt, d'un côté la langue de Lande, de l'autre le langage sur la lande. Je ne méprise pas le second. Je dis qu'il y a là 2 écrivains en un et non pas le traducteur d'un soi suspendu sur la ligne de partage des encres. » Bernard Mancienne ne s'est guère offusqué de ses critiques, il s'en est plutôt réjoui. Il a d'ailleurs été recherché à ce moment-là pour ses talents de traducteur, aussi bien des sonnets baroques que des farces bordelaises de Mesteverdier. Il adore d'ailleurs mettre son gascon à l'épreuve des lettres, des textes classiques. Il l'a fait dans Hoc, mais il adorait que je lui envoie les thèmes que je donnais à mes étudiants et ça allait de Montaigne à Francis Marmande sur le style de jeu des rugbymen fidjiens, un petit bijou. Comme écrivain, il échappait donc par le protocole de lecture qu'il suggérait au risque de marginalisation d'un texte original devenu inutile. Bref, il semble bien afficher ce bilinguisme heureux sur lequel ironisait Luis Aracil. Je cite, « Transformer une condition bilingue sans gloire en un bilinguisme élégant et somptueux, librement et joyeusement consenti, est tout simplement une façon de faire nécessité vertu. Il arrive quelquefois que la vertu a des charmes. » Je vous remercie.